Je m'appelle Pauline Bert, je suis auteure, j'ai beaucoup travaillé, dans tout ce qui est lié à l'écriture. Dans le domaine de la production, je m'occupais des scénarios, de lire les scénarios et de faire travailler les scénaristes, production audiovisuelle. Ensuite, j'ai animé des ateliers d'écriture et maintenant j'écris, des livres et j'ai publié un livre en septembre dernier qui s'appelle La collection disparue. Moi, j'ai commencé ce métier un peu de l'autre côté parce que je lisais les scénarios, mais j'étais pas scénariste. Donc, dans le métier de la production, ça s'appelle directeur littéraire. C'est un poste, qui est important parce qu'en fait, il est vraiment c'est la personne qui relit les textes, donc il travaille pour le producteur et qui lit les textes et ensuite, à force de lire ces scénarios, je me suis dit: «Tiens, c'est quand même intéressant, je vais faire des études de scénario». Donc je me suis inscrite à la FEMIS en cours du soir pour les adultes. C'est la formation continue de la FEMIS qui est un peu plus facile quand même que le concours, normal et là, j'ai suivi 1 an de cours de scénariste et je suis devenue, scénariste pour la télévision. Le métier de scénariste, en fait, ça consiste à être un auteur, mais pour, l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un travail très important, mais qui après va être encore interprété, adapté, transformé par un deuxième auteur qui est le réalisateur. Donc c'est pas, un objet fini, le scénario. C'est une étape de travail. Il faut l'accepter comme ça parce que souvent on peut être un peu déçu, c'est pas exactement ce que j'avais dit, il a changé, mais c'est souvent pour le mieux du film. En revanche, c'est important d'être très, très précis parce que souvent tout ce qu'on voit quand même à l'écran a dû être décidé dans le scénario. Voilà, on peut pas être flou, il faut vraiment penser en images, il faut être très, très précis et puis c'est un état d'esprit d'écriture qui est un peu différent de quand on écrit un livre, moi je trouve parce que, justement, il faut penser en images et on peut pas dire, par exemple, «Le personnage avait l'air ennuyé», c'est pas intéressant. Voilà, parce qu'on va pas montrer quelqu'un qui est comme ça. Il faut trouver une façon d'exprimer en images, qu'est-ce que c'est que cette personne-là, ce héros-là, quand il est ennuyé, qu'est-ce qu'il fait? Alors ça dépend beaucoup, beaucoup de quel type de société de production. Si c'est pour la télévision, bah, les producteurs se demandent ce que cherchent les chaînes et chaque chaîne a ses grilles. C'est très précis parce qu'il n'y a pas non plus des cases sans fin. Il y a des modes aussi. À un moment, les séries se sont développées. Moi, j'ai travaillé sur 2 séries pour TF1 euh, que j'aimais pas tellement. C'était le problème de travailler pour la télévision, c'est que parfois j'étais obligée de travailler sur des sujets qui m'intéressaient moyennement et alors que peut-être de travailler pour le cinéma, on a plus de liberté. Donc il y a oui, il faut s'intéresser quand même, voilà, qu'est-ce que la maison de production cherche? Qu'est-ce que la chaîne cherche en ce moment? En fonction de ça, on lit les scénarios différemment. Après quand même un bon scénario, au bout de c'est comme un livre, il y a une petite, ambiance qui se met en place, il y a une petite musique quand même, il y a une voix, on sent qu'il y a un ton, on sent que c'est pas une imitation de plein d'autres choses. Pour la télévision, il faut être assez vite, il n'y a pas beaucoup de temps, pour capter le spectateur, hein, puisqu'il faut faire, des parts de marché et cetera. Faut que ce soit efficace. Il y a une efficacité de la télévision, donc on cherche pas un talent, une patte forcément de réalisateur, hein, à la télévision, on cherche une histoire qui fonctionne. Mais moi je sais qu'un bon scénario, bah, tout simplement c'est celui qui fait que je lâche pas le truc, j'ai envie de savoir la suite. Voilà. Et il n'y a pas le fameux ventre mou, c'est-à-dire le moment où il se passe plus rien, où ça traîne, où les enjeux sont pas clairs, on sait pas très bien ce qui se passe dans le voilà. Où moi j'aime pas quand les personnages sont souvent à la télévision très stéréotypés. Ça c'est vous avez remarqué, vous regardez la télé, vous dites ah tiens j'ai déjà vu, alors il y a la célibataire de 35 ans, euh, le type un peu lourd, je sais pas, c'est souvent les mêmes types de personnages, faut faire attention à ça. Ça dépend de comment le projet arrive. Si c'est un scénariste qui porte depuis le début l'idée, je trouve qu'il faut le garder jusqu'au bout, effectivement, parce qu'il saura exactement, est-ce que ce personnage peut s'habiller comme ça? Est-ce qu'il peut répondre comme ça dans telle scène? Est-ce que ça fonctionne, ce jeu de regard entre eux? Il faut qu'ils continuent et c'est comme ça qu'on fait des belles séries. Aux États-Unis, en tout cas, je pense que ça a été comme ça, longtemps. Il faut donner plus de pouvoir à l'auteur, de manière générale, parce qu'il est important. Il n'est pas interchangeable. Moi, j'ai assisté quand même souvent à la télévision à des scénaristes qu'on balance, ça marche plus, on en prend un autre, on rechange sur une même série. À la fin, ça n'a plus ni queue ni tête. Quand j'ai voulu raconter mon enquête que j'ai faite sur ma famille et la recherche des tableaux spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, je me suis dit: «Bon, comment je vais le raconter? Est-ce que j'ai envie d'en faire un scénario? Est-ce que j'ai envie de faire un documentaire?»
est-ce que j'ai envie de l'écrire? Et au fond, je me suis dit, je me sentais beaucoup plus libre de l'écrire comme un journal un peu de bord de mon enquête. Et une fois que je l'ai fini, je me suis dit: «Bon, maintenant je vais pouvoir en faire un scénario». Et en fait, j'ai pas réussi à l'adapter parce que je trouve ça très difficile d'adapter sa propre histoire. Et aussi, j'avais peur, par exemple, que ce soit pas assez dramatique. Parce que le problème par exemple, à la télévision, mais même au cinéma, c'est qu'il faut que les événements soient très dramatisés. Si on peut pas avoir des moments un petit peu, pas de pause, mais des respirations. Il faut qu'il y ait des enjeux très forts pour que ça fonctionne. Et j'étais pas sûre d'avoir envie que cette histoire devienne forcément une histoire avec des enjeux. Moi, c'est des enjeux intimes. Voilà, qu'est-ce que cette enquête m'a apporté dans ma vie? C'est pas des enjeux de vie ou de mort. Ma vie a été transformée, voilà, à l'intérieur, mais il y avait pas d'histoire policière, même si j'avais une enquête. Donc, je dirais que c'est ça la différence, c'est que la littérature permet de raconter des choses sans se demander est-ce que le spectateur va partir en 2 secondes. Je pense que le lecteur est plus patient que le spectateur. J'espère. Il faut qu'il soit intéressé, il faut qu'il soit accroché, mais je pense qu'il zappe moins vite. Alors moi, ça faisait longtemps que je voulais écrire, mais j'avais pas un sujet assez fort. Chaque fois, j'avais des petites idées, mais je me disais, je vais pas tenir 200 pages là-dessus. Et là, c'est venu différemment. Sans chercher un sujet de livre, j'ai été prise pendant 4 ans par une enquête sur les tableaux spoliés à ma famille par les nazis, l'histoire de ma famille en fait. J'ai enquêté sur ma famille et j'ai découvert plein de choses que je savais pas. J'avais un arrière-grand-père collectionneur d'art qui a été saisi par les nazis pendant la guerre et je savais même pas qu'il avait une grande collection d'art. Je savais rien. Je savais que j'avais une famille juive, mais on n'en parlait pas beaucoup. Donc toute cette histoire de famille finalement m'a permis de faire une enquête dans des centres d'archives. Je suis allée en Allemagne, j'ai retrouvé un dessin qui avait été volé qui a été rendu à ma famille, un tableau en Allemagne. Quand je suis arrivée presque à la fin de cette enquête, je me suis dit, bon voilà, là j'ai découvert beaucoup de choses, il faut que je les raconte parce que c'est tellement incroyable, je vais oublier, donc je vais les raconter. Et là je me suis dit, oh là là, comment je vais faire, ça va être très dur. Je me suis dit, bon, en fait, je vais les raconter comme je l'ai vécu, comme un journal. Et donc ce livre raconte mon enquête. Et les surprises, les découvertes, les questions que je me suis posées, ce que j'ai appris sur ma famille, les interrogations. Voilà, c'est comme le récit d'une enquête. J'ai bien réfléchi, soit quelqu'un me dit: «J'ai une super idée de scénario à partir de ton histoire et on va l'adapter et le transformer». Mais moi, en fait, j'ai pas la distance pour à la fois écrire l'histoire et avoir justement, et dire: «Donc, bah, voilà, on va transformer cette histoire de cette manière-là», parce que c'est une histoire personnelle. Donc je me sens pas capable de le faire. Alors un documentaire, oui, parce qu'un documentaire, je peux reprendre mon enquête, je peux mettre des images d'archives, mais encore un documentaire serait intéressant s'il inventait une nouvelle forme par rapport à mon livre, une nouvelle façon de raconter mon histoire. Si c'est juste de la paraphrase, moi c'est pas super intéressant. J'ai un peu de mal parce que je suis toujours un peu dans mon livre. Là, j'ai fini hier soir à minuit la relecture de la traduction parce que j'ai eu de la chance de le vendre à un éditeur, de vendre les droits à un éditeur américain. Donc ça prend du temps quand même. La promotion, les gens qu'on rencontre après, parce que après la sortie du livre, il y a plein de gens qui m'ont fait signe, qui sont liés à l'histoire de ma famille, des familles amies, des gens qui me demandent conseil parce que c'est une histoire. Les spoliations, ça arrive à plein de gens. Donc je suis un peu encore sur la fin de mon livre. J'ai pas complètement coupé et j'ai besoin de changer un peu. Alors tout le monde me dit écris le tome 2, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Il faut pas trop écouter les conseils. Donc voilà, j'ai pas encore vraiment de nouveaux projets.